il y a eu comme une sorte d'éclair dans ma tête. Je me suis dit, mais à quel point ces appartements m'appartiennent m'appartiennent-ils vraiment? J'ai même pas le droit de me rendre sur place, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, faut que je les vende, quoi. Il faut que je les échange contre quelque chose qui m'appartient vraiment. Si vous regardez la pyramide des âges, la période de 70 à nos jours, de regarder quand est-ce que les baby-boomers ont commencé à acheter de l'immobilier et quand est-ce qu'ils ont commencé à mourir. Et vous allez vous apercevoir que les baby-boomers les moins riches et les plus vieux ont commencé à mourir en 2014. Et donc du coup, on a un simple effet d'offre et de demande qui se déséquilibre. À mon avis, ça ne sera pas compensé par l'immigration, parce que l'immigration arrive avec un pouvoir d'achat inférieur. Un petit peu comme, je sais pas moi, un bagholder d'Ethereum qui s'attend à ce qu'on rachète son bag au prix qui est indiqué sur CoinMarketCap. Ça peut-être pas faire attention. Moi, je suis parti pour arrêter de financer l'État français, pour échapper à ces règles et ne pas financer l'ennemi. Je suis parti en 2011, donc je suis pas dans ces idées depuis la semaine dernière. Salut Laurent. Bonjour. On est content de te recevoir. On voulait commencer par un sujet, moi qui m'a fait beaucoup rire et que j'ai essayé de suivre un petit peu sur Twitter. A priori, tu as vendu ton appart pour acheter du BTC. J'en ai vendu 2. T'en as vendu 2. Bah, raconte-nous un peu cette anecdote parce que moi, ça m'a fait mourir de rire. Et tu mettais sur Twitter les étapes et tout, et c'était à mourir de rire. J'ai fait un feuilleton. Non, j'ai fait un feuilleton pour celui-là parce que c'est plus intéressant. On est en bull run, donc c'est plus intéressant que quand on le fait en bear market. Ce qui s'est passé, c'était qu'en 2020, je crois que c'était en 2020, pendant l'hiver 2020, on a eu tous l'épisode interdit dont on n'a pas le droit de parler sur YouTube. Donc je vais vous épargner un peu de montage et je ne vais pas prononcer le mot, mais tout le monde aura compris. C'est une galère après. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, j'étais à l'étranger et il y avait eu des choses qui se sont passées d'un point de vue législatif. J'avais plus le droit de rentrer en France, bien que j'étais français. C'était quand même un truc un peu de dingue. Et donc, du coup, j'étais déjà pas mal fanatisé dans Bitcoin à l'époque. Ça faisait déjà 3 ans que je m'intéressais fondamentalement au sujet de manière un peu assidue. Et j'ai appris que j'avais pas le droit de rentrer en France à ce moment-là. Et je me suis dit, mais il y a eu comme une sorte d'éclair dans ma tête. Je me suis dit, mais à quel point, finalement, j'avais 2 apparts à Lyon. À quel point ces appartements m'appartiennent-ils vraiment? J'ai même pas le droit de me rendre sur place, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, faut que je les vende, quoi. Il faut que je les échange contre quelque chose qui m'appartient vraiment. Simplement, pour vendre un appartement, ça prend du temps. Et j'avais des contrats de location, j'avais des locataires, donc j'ai dû attendre la fin du contrat de locataire. Et puis ensuite, le vendre, et ça prend un certain temps. Et donc, il y en a un des 2 que j'ai vendu il y a un peu plus d'1 an. Il y en a un que j'ai vendu là, aux alentours de septembre-octobre. Et donc, du coup, pourquoi? Parce que y a un locataire qui s'est transformé en squatter. Alors, on dit pas squatter, faut le savoir. Squatter, c'est quelqu'un qui rentre par effraction chez vous. Si c'était un locataire et donc qu'il avait déjà les clés, alors du coup, il n'est pas rentré par effraction chez vous. Donc, c'est une personne en difficulté. Il est juste pas parti. Et donc là, du coup, c'est un occupant sans droit ni titre. C'était pas la même chose. Et donc, du coup, cette personne est restée quasiment 1 an. Et c'est dommage. J'aurais pu acheter sans payer le loyer. J'aimerais vous offrir l'opportunité de découvrir, d'étudier et même d'approfondir vos intuitions sur Bitcoin comme je l'ai fait il y a plusieurs années, notamment avec les livres de Saïd Dinamous, comme les talons Bitcoin ou les talons Fiat. Et ça tombe bien parce que le partenaire de cette vidéo n'est rien d'autre que Consensus Network, la maison d'édition qui fait la traduction de ces mêmes livres. Mais ce n'est pas tout. Ils éditent également des livres d'auteurs français comme Pierre Noisa avec son livre L'énergie, la face cachée de la monnaie ou l'excellent L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars que je vous recommande absolument. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas et foncez acheter vos premiers livres sur Bitcoin si vous n'en avez encore jamais acheté ou continuez vos apprentissages avec les livres de Consensus. Mais ça peut aussi être une super bonne idée de cadeau que vous pouvez faire à n'importe qui de votre entourage
Pour la petite anecdote, j'ai moi-même offert des livres Consensus à mon père et même à des collègues pour leur faire découvrir Bitcoin, parce que je savais que tout simplement je ne serais pas capable d'expliquer Bitcoin et tous les concepts qui l'entourent aussi bien que les nombreux auteurs qui sont présents chez Consensus. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'accéder à la boutique, c'est un lien affilié qui nous permettra de toucher une petite commission, ça permet de soutenir la chaîne, et si vous l'utilisez avec le code HowToBitcoin, vous profiterez de moins 10% sur l'ensemble des livres de la boutique. Merci à Consensus de nous faire confiance, et moi je vous laisse avec la vidéo. Alors, il ne paye pas de loyer, puisqu'il n'y a pas de contrat de location, puisque le contrat de location est terminé, évidemment. Donc, du coup, il continue de m'envoyer de l'argent, donc le montant du loyer. Ok, bon, ça va. Pourquoi ? Parce qu'il savait que si je l'attaquais en justice, il aurait dû de toute façon me payer les loyers, plus certainement des frais d'avocat, des trucs. Donc, il connaissait parfaitement la loi, il s'est évité une galère, il a fait tout ce qui était parfait pour lui, en fait, tout simplement. Okay. Donc, du coup, il m'a mis dans la pire situation possible, mais ça aurait pu être pire, on va dire. Donc, il aurait pu ne pas payer et se barrer. Je sais pas s'il était insolvable ou pas, je pense pas. Donc, okay. Pour lui, c'était certainement la meilleure solution. Quoi qu'il en soit, bon, peu importe. S'il était parti un an plus tôt, j'aurais pu acheter du BTC moins cher. Et là, ça va, je me plains pas. J'ai du coup eu exactement l'argent une semaine avant l'élection de Trump. Bon timing. Et le temps de faire les transferts, les machins, les trucs, je l'ai fait en 4 transferts bancaires. Donc du coup, j'en ai eu 2 les 2 jours d'avant l'élection de Trump et 2 les 2 jours d'après. Donc je pense que j'ai eu mon appartement aux alentours de $70 000 le BTC pour celui-là, et l'autre c'était un an avant et je me rappelle plus du prix. Mais je pourrais vérifier si ça vous intéresse. On ajoutera un indicateur sur le site, l'évolution du cours de ces achats, comme Michael Saylor. Essayez de trouver où j'habite pour me péter la gueule. Non, on va éviter. Et donc toi, t'es rentré directement Bitcoin, tu dis. T'as pas eu de passage, toi, par tout ce qui est crypto, shitcoinerie Si, quand même. Si. Bah, moi, au tout début, j'étais pas du tout dans tout ce qui était finance et tout ça, donc j'y connaissais pas grand-chose. Et le truc qui m'avait intéressé dès le début, c'était vraiment Bitcoin, pour des raisons de technologie, parce qu'à la base, j'ai un background informatique comme tant d'autres. Et donc, du coup, c'était par ça que j'avais commencé. Et puis, j'avais commencé à regarder un petit peu les contenus qui se faisaient à l'époque en 2017. Et tout ce qui était shitcoin, moi, me faisait extrêmement peur, quoi. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? C'est vraiment, c'est compliqué, quoi. Et puis, je sais pas si c'est les traditions familiales ou quoi, mais j'ai jeter genre par les fenêtres, jouer au casino, c'est vraiment pas quelque chose qui est dans ma culture, quoi. Même acheter un millionnaire, pour moi, c'est lunaire. C'est un truc, ça n'a pas de sens, quoi. Alors que bon, ça doit coûter 1 euro ou 2. Et puis finalement, bon, je me suis laissé convaincre et j'avais acheté à l'époque la moitié en Bitcoin et la moitié en Ethereum. Et puis le prix était monté tellement vite que ça m'a fait ultra flipper. Et j'ai tout vendu par chance quasiment au top, quoi. Et voilà, quoi. Donc c'était mon premier cycle, donc un cycle assez parfait finalement que je ne referai plus. Et puis parce que voilà, j'étais une poule mouillée, quoi. Mais j'ai jamais lâché en fait le domaine. Et j'ai racheté du Bitcoin plus tard. Et puis je me suis beaucoup intéressé à toutes les technologies liées à Ethereum et à d'autres trucs. Je connais vraiment très très bien le sujet. On pourrait en parler si ça vous... Ouais, on va peut-être embrayer un petit peu là-dessus après. Mais toi, pourquoi t'achètes du BTC du coup ? C'est quoi ta motivation ? Tu comptes en vendre ? C'est pour en vivre ? C'est pour tes enfants ? C'est quoi ta motivation ? Bah, de toute façon, j'ai dégagé des revenus avec mes activités professionnelles, et il faut bien que j'en fasse quelque chose. Et je ne connais pas de meilleur actif.
Donc c'est pour ça que j'achète du BTC. Si j'avais un meilleur actif, je vendrais mes BTC pour acheter cet actif, ou plutôt je diversifierais, ou je sais pas quoi. Parce que si c'était un actif plus performant mais que tu peux pas posséder en propre, c'est peut-être parce qu'il y a aussi l'aspect du coup que tu veux vraiment posséder, c'est aussi ça qui t'a convaincu. Imaginons l'immobilier, c'est vraiment un truc qui est vraiment lié à un État. Ouais. Et l'État français, c'est vraiment pas possible. J'ai de l'immobilier aussi, pas en France, en Indonésie, à Bali, où là, je suis plus tranquille, tu vois. Mais ouais, effectivement, le fait de pouvoir posséder la chose, c'est mieux. Et en plus, à Bali, tu possèdes pas vraiment. C'est des leasings, c'est ça? C'est sur 50 ans, 30 ans Non. Alors là, c'est on va peut-être pas rentrer. C'est vraiment un sujet qui est très très compliqué. En plus, je suis pas un spécialiste, mais en gros, tu possèdes une société qui, elle, possède de l'immobilier. Pour faire ça. Ok. C'est un peu comme... ouais. Mais bon, je connais pas tous les détails juridiques. En réalité, c'est un ami qui s'occupe de ça pour moi. Et si ça vous intéresse, peut-être, vous pourrez l'interroger. En top de cycle, on y réfléchira. Même si je pense pas qu'on vendra. Non. Et d'ailleurs, par rapport à ça, toi, tu comptes vendre pour, par exemple, les utiliser pour vivre, ou tu te dis vraiment, c'est mon patrimoine long terme, ou c'est le dernier actif que je vendrai si j'en ai besoin? Je pense pas avoir besoin de cet argent déjà, d'une part, mais honnêtement, je sais pas, ça va dépendre. Si jamais le prix monte vraiment trop à la verticale, d'une manière débile, je vais certainement, comme la dernière fois, comme il y a 7 ans, avoir peur. Je sais pas, moi. Ok, et la stratégie d'emprunter de l'euro avec tes BTC en collatéral, c'est pas un truc qui te tente, toi? Pas du tout. Alors. Ok. Non. C'est marrant, à chaque fois qu'on en parle à quelqu'un, finalement, personne veut faire ça. Parce que nous moi, c'est vraiment un truc auquel je réfléchis. Je me dis, voilà, un BTC là qui monte à la verticale à 300 000 d'ici un an, ou même moins. Il y a peut-être un moment où je me dis, je vais les mettre en collatéral, je vais emprunter de l'euro avec un... Moi, si je faisais ça, je le ferais... Si je faisais ça, je le ferais dans la forme la moins complexe possible. Je ferais pas rentrer une banque dans l'équation. Si jamais, par exemple, si jamais je voulais prendre 5-10%, d'ailleurs je le fais en réalité, donc je te dis ça m'intéresse pas, mais en fait je le fais en partie. Je préférerais mettre mes bitcoins sur un exchange et prendre un petit peu de levier, mettons 5-10% de levier. Mais du coup, pour avoir plus de BTC. Pour avoir plus de BTC. Okay, ouais. Mettons, tu mets un BTC en levier et soit du trading sur marge, soit du futur. Enfin, tu regardes les produits qui te conviennent. Par exemple sur Kraken ou je sais pas où, et tu prends 10% de levier. Ça me paraît cohérent parce que t'as pas de banque qui rentre dans l'équation. Tu coupes quand tu veux. Tu te débrouilles, quoi. C'est plus flexible. Après, t'es sur un exchange, donc c'est les risques qui sont liés aux exchanges, etc. Donc faut voir aussi. Tu peux aller aussi sur d'autres plateformes, un peu comme Helen Market ou autres. Ouais, nous on utilise un peu Firefish. Je sais pas si t'as entendu parler, on en a parlé récemment. Moi, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas essayé, donc je peux pas donner mon avis. C'est Hélène de Sat. Et Hélène de Sat, voilà, science à chaque fois qui nous harcèle avec ça. Mais c'est des plateformes où t'as quand même, entre guillemets, t'as moins de risques de contrepartie parce que tu lock tes BTC, si j'ai bien compris, je crois que c'est un multisig entre toi et la plateforme. Donc ils peuvent pas cash out à ta place, tu lock tes BTC et après en fait c'est du pair à pair où la personne en fait te fait un virement bancaire. Donc tu peux faire ça, c'est plafonné pour l'instant, après tu peux monter les montants. Si vous voulez essayer, on vous mettra un lien en description. C'est pas mal et surtout en fait c'est aussi intéressant quand t'as de l'euro parce que t'as quand même des rendements entre 8 et 12% sur de l'euro. Donc pour ceux qui veulent pas d'euros. Voilà. Mais voilà. En tout cas pour ceux qui sont contraints d'en avoir, c'est mieux qu'un livret A. Mais en vrai, ouais, c'est des trucs qui peuvent être intéressants. Après, moi, je dis que je vais le faire. Pour l'instant, j'ai pas les couilles. Pour être honnête, j'ai pas encore les couilles de me dire que je vais faire ça.
Et puis, pour moi, c'est vraiment pas le moment. Hein. Parce que tu disais, ouais, t'attends 200-300 000, mais en fait, c'est le genre de truc que tu fais quand t'as eu un gros bear market et que t'as quand même suffisamment de Bitcoin. Je me dis, tiens, je sais que ça va remonter, mais je veux pas les vendre maintenant. C'est beaucoup. Mais après, pour moi, mieux vaut créer une stratégie où, en fait, ou une façon de vivre où t'es en cash flow positif et t'as pas besoin de les dépenser. Donc, t'as des rentrées d'argent, tu vis là-dessus, et puis après, t'as ton stock de Bitcoin, tu touches pas, quoi. Le conseil qu'on donne tout le temps aux débutants, c'est ne prenez pas de levier. Moi, je pense que c'est un très très mauvais conseil. Il faudrait plutôt leur dire étudiez la question du levier avant de vous y jeter et toucher ça avec des gants, quoi. Ouais, ou sinon, après, moi, j'ai quand même le sentiment, et ça m'a servi, c'est de le faire avec des très petits montants au début et de me faire rect vraiment tous les jours. C'est-à-dire, moi, je l'ai commencé avec des centaines d'euros, je mettais des leviers x10 sur des trucs à la con, et en fait, je trouve que le fait de se faire rect, tu comprends très vite le mécanisme, parce que j'ai l'impression que tant que tu l'as pas expérimenté, tu comprends pas la dangerosité du truc. Le problème, c'est que si tu commences avec 10 000 euros, et que c'est la moitié de ton patrimoine, ça fait chier. Il vaut mieux peut-être des fois mettre une petite pièce pour se dire, ok, c'est pas pour moi. Moi, déjà, je pense qu'un levier supérieur à 1, c'est de la folie. Donc, c'est mon avis. Je trouve que les leviers, ça devrait se compter en pourcents, quoi. 10%, 20%, 25%. Déjà, là, on rentre dans les trucs fous, quoi, parce que ça veut dire que si le prix corrige de 75%, ce qui peut arriver, quoi, vraiment, quoi, ce qui peut arriver, quoi. Là, on a un Bitcoin à 100 000, bon, 25 000, c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer. Ouais, mais un BTC à 300 000, 75, donc qui redescend à 75 000, il y a un monde où tu as peut-être une mèche qui te liquide. J'y crois. Ouais. J'y crois, alors pas overnight, hein, donc voilà. C'est ça aussi, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aussi regarder la volatilité 24 heures et la volatilité sur plusieurs mois. Si tu prends 10% de levier sur ton patrimoine en BTC, t'es pas obligé d'avoir 100% de tes BTC sur un exchange. Je veux dire, si du coup, tu mets 20% de tes BTC sur les exchanges et tu paries sur le fait que du jour au lendemain, tu vas pas avoir un drawdown de 50%. Pour info, le pire que j'ai vécu, c'est celui du... Allez, et voilà. Ne le disais pas. Tu vas me foirer le montage, là. C'est pas de ma faute. Et donc, du coup, le pire que j'ai vécu, c'est celui-là. Et ça n'a pas fait 50% overnight. Donc, ça n'a pas chuté de 50% pendant la nuit. Je vais essayer de parler français un peu. Et donc, du coup, t'avais le temps, en fait. De renflouer ta marge. Si t'as 50% de marge, plus ton cold wallet qui peut encaisser la volatilité long terme, je pense que c'est assez... je pense que c'est bon père de famille, quoi. Moi, c'est la stratégie que j'ai sur le levier, à peu près 10%. Là, je suis à plus que 10% en ce moment. Mais c'est parce que je suis très confiant sur les mois qui vont se dérouler maintenant. Mais par contre, je vais pas rester aussi élevé aussi longtemps. Ouais, dès que ça surchauffe, tu vas te calmer. Et tu voulais... Oh mon Dieu. Ok, parce que sinon, moi, je vais essayer un autre rebond. Tu feras un rebond de rebond. Et qu'est-ce que tu penses de la stratégie, et moi je me bats tous les jours sur Twitter, X, avec les gens, de shitcoiner pour accumuler plus de BTC? Moi, honnêtement, je pense que je suis assez, peut-être, contrairement à vous, libertarien sur le sujet. Je pense que les jeux d'argent et le casino ne doivent pas être interdits. J'ai pas de jugement négatif par rapport à ça. Après, je parle pas tant en termes d'interdiction, mais en termes de stratégie. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de viable? Vraiment de se dire, je shitcoin pendant un cycle pour accumuler plus de BTC. Tu penses vraiment que tu peux t'en sortir? Ouais, je pense que tout existe. Moi, je suis pas ma spécialité, tu vois. Mais honnêtement, il y a des... En gros, ce que je pense, c'est que si jamais tu veux mettre une grande partie de ton patrimoine dans les cryptos, et que cette grande partie de ton patrimoine, elle représente, je sais pas, moi j'ai 40 ans, j'ai 41 ans, bientôt 42, j'ai quand même travaillé de nombreuses années pour acquérir mon patrimoine. Je peux pas le risquer sur un coup de dé, quoi.
Si tu as 21 ans, que tu as travaillé 2 ans, dont 8 mois à McDo, et que tu es sur ton premier job, et que tu as envie de all-in sur un truc débile, parce que pour l'instant, même si tu perds ce patrimoine, tu as l'impression que c'est pas... En fait, c'est grave, mais tu as l'impression que c'est pas grave, et ben, ça va te donner de l'expérience, et c'est pas plus mal, et peut-être que tu peux avoir du bol. C'est mon opinion, tu vois. Mais ça reste grave, parce que t'as quand même l'effet composé où en fait c'est peut-être 3-4 000 euros que t'as mis de côté. Si tu travailles et que tu fais rien que du 10%, du 20%, c'est énorme en fait. Mon premier BTC, je l'ai acheté à 3 000. Non, En plus, il y a Bitcoin qui augmente vite. Une connerie, 6 000. Mais même ton 3 000 euros, ça fait quand même un demi-BTC. C'est dommage de foutre à la poubelle, quoi. Bah, c'est ça, ouais. C'est le coup d'opportunité, en fait. Ouais, c'est qu'aujourd'hui, on se dit 3 000 euros, bah, c'est 3 000 euros, mais si tu le convertis en BTC et tu te donnes rendez-vous dans 20 ans, peut-être c'était pas 3 000 euros, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bitcoin, il met vraiment la barre très très haute sur le coup d'opportunité. Et moi, ça me fait rire, il y a beaucoup maintenant de mecs là sur Twitter qui arrivent et qui disent ouais, si vous êtes en train de faire des études, que vous êtes en train de payer une école d'ingénieur, une école de commerce et tout, arrêtez. Ouais, je suis pas d'accord. Allez faire un petit job, mettez de l'argent de côté et épargnez en Bitcoin genre les 3-4 prochaines années. Et à des moments, je me dis, punaise, sincèrement, en plus, allez, encore les écoles seraient bonnes. Mais moi, d'expérience, quand tu vois en plus que tu fais en école, et après, le pire, on va dire, de tout, c'est les écoles de commerce. Ah bah oui. Genre, tu te dis, mais là, en fait, tu réfléchis même pas. Parce que t'apprends rien là-dedans, à part, c'est du réseau, et puis après, en France, comme c'est Très des bien. classes... Non, mais c'est très bien. Moi, ce que je veux dire, c'est que si jamais le message, c'est investissez pas votre pognon dans une école à l'américaine où il faut emprunter sur 1000 générations pour pouvoir te payer un MBA qui sert à rien, on est d'accord. Mais si le message, c'est arrêtez d'investir sur vous-même et aller à McDo, non, oui, ça, je suis d'accord. là, c'est de la folie. Tu vois ce que je veux dire, c'est n'allez pas à McDo pour épargner 100 balles par mois pour les mettre dans le Bitcoin. Ouais. Investissez sur vous-même, tant pis, vous investirez quand vous aurez du pognon. Je veux dire, Bah, c'est ça. comme tu disais, générer un cash flow positif, et puis ce cash flow positif, et pour générer un cash flow positif, il vaut mieux investir sur soi-même. Donc le message, il faut qu'il soit clair quand tu dis ça. Tu vois, c'est pas aller à McDo et non, ça c'est. Enfin, il y a la moitié du message où je suis pas du tout d'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai que je pense aussi c'est biaisé par notre expérience personnelle où nous, on commence notre école d'ingé en 2016. En gros, l'école sur 5 ans, elle coûte 50 000 euros. C'est une école chère. Hein. C'est 10 000 par an quasiment. École d'ingé, et après on a fait une école de commerce en même temps. Ce qui fait que ouais, si tu mets tout cumulé, c'est au moins 50 000. Et là, c'est que les coûts de scolarité. Hein. Je te prends pas en compte l'échange international, le matos, la vie. Donc tu peux quasiment rajouter au moins déjà même quasiment 10 000 par an, doublé. Donc t'es sur une enveloppe entre 80 et 100 000 euros sur 5 ans. Et je me dis, tu vois, ça en 2016, on aurait mieux fait d'en prendre un bout et de le mettre sur Bitcoin. Surtout qu'on a découvert Bitcoin quasiment à ce moment-là, tu vois, en première, deuxième année. Et à ce moment-là, on a connu un BTC à 3000. Bitcoin, n'importe quoi. Hein. Ouais. Parce qu'en vrai, une somme pareille, tu le mets juste dans de l'immobilier, S&P 500, n'importe quoi. C'est mieux pour 500, moi oui, que de l'investir dans des études comme ça. Genre. Parce que tu pourrais aller faire de l'entrepreneuriat, aller travailler avec des experts, être stagiaire. Genre, pour moi, t'apprends tellement plus. Ce système, pour moi, il est... Surtout pour... C'est ce que j'ai fait. Hein. Moi, j'ai arrêté en 3e année parce que j'ai vu que j'apprenais rien. Alors, ensuite, je suis allé bosser. Là, je me suis aperçu que c'était une erreur parce que tout le monde veut à tout prix le diplôme. Et ensuite, je suis allé dans l'entrepreneuriat. Je suis pas très content de pas avoir fini mon cycle d'ingénieur, en fait. Mais Après, d'un autre côté, je le regrette jamais. Donc, ouais, ça, je connais pas grand monde qui a réussi et qui se dit merde, j'aurais dû finir mon école d'ingé. Tu vois, tu prends, bon, après, c'est cliché, hein, mais tu prends tous les grands entrepreneurs, ils ont jamais fini leurs études. Et par exemple, faut de la patience. Moi, je vous admire. Bah, je pense que c'est en partie. Ouais, je sais pas comment expliquer. Après, tu as la pression un peu des parents. Non, mais si t'as mis déjà 30 000 balles, tu te dis, je vais pas la finir. Ah, c'est ça. Tu vois, t'as une sorte de... C'est des coûts irrécupérables, ouais, en fait. T'es typiquement dans un truc de coûts irrécupérables. Moi, j'avais pas la patience d'être en face, d'être assis devant des mecs qui m'expliquaient des trucs que j'avais déjà lus il y a 3 ans sur Internet et que je connaissais a priori mieux qu'eux.
ça me gonflait, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, nous, tu vois, on a quand même eu cette fibre entrepreneuriale assez tôt. On avait démarré une autre chaîne YouTube au milieu de nos études, mais on n'a pas eu les couilles de se dire on arrête et on se lance. Pour plein de raisons, je pense qu'il y a aussi une partie de ça. Par exemple, Xavier Niel, tu vois, il a commencé notre école. On a fait la même école que lui, c'est une petite fierté. Mais lui, il a arrêté en première année. En première année, tu peux arrêter. Quand t'arrives en 3 4e année, c'est trop tard, t'es foutu. Et tu te dis, en fait, qu'est-ce que je vais perdre à continuer jusqu'au bout pour au moins avoir ce tampon qui m'assure mes 50K annuels dans une boîte à la sortie. En fait, c'est une assurance que tu payes à la fin. C'est une assurance où tu te dis, bah, au pire, ça va. Et même nous, tu vois, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a notre diplôme, on a notre CV bien garni, expérience internationale en Suisse, machin. C'est une assurance. Là, on se lance, voilà, dans l'entrepreneuriat, ça peut foirer. Et on se dit, bah, au pire, derrière, on peut retrouver n'importe où. Mais je sais qu'au fond de moi, je le referai pas parce que là, depuis 2 ans, j'ai l'impression d'être un esclave. Mais je me dis, ça reste une assurance qu'on a payée très très cher. Par contre, c'est l'assurance la plus chère du monde. Moi, j'étais naïf parce que je pensais que la compétence, même dans les grosses structures, permettait, sans le tampon, de passer par-dessus. C'est complètement faux. Donc du coup, c'est ma naïveté qui m'a permis de sauter le pas. C'est plus que de l'intelligence. Ma naïveté et mon impatience aussi. Donc ça, c'est une expérience que tu as ressentie partout où tu es allé, ou c'était spécifiquement en France? Tu nous dis que j'ai pas travaillé. T'as bossé à Hong Kong et tout. Non, bah Hong Kong, c'est l'entrepreneuriat, ça. Ok. Non, moi, j'ai fait Grenoble et Lyon comme expérience professionnelle d'employé. Et ça a duré 2 ans et demi. Donc, j'ai tenté... je suis rentré sur concours dans une boîte américaine qui faisait de l'instrumentation scientifique. C'était passionnant. J'ai adoré. J'étais quasiment au SMIC et il m'envoyait en Hollande sur les plateformes pétrolières parce que ils ont besoin d'instrumentation scientifique pour gérer les productions de pétrole et tout ça. C'était fascinant. J'ai appris plein de choses. Je me suis régalé. C'était un métier passion. Ça gagnait rien. Donc du coup, j'ai dit bon, c'est gentil, mais qu'il faut quand même passer à autre chose. Et puis j'étais un peu dépressif. Je voyais que des mecs. Je me disais où me mène cette vie, quoi, tu vois. C'était des plateformes offshore, c'est ça Non, c'est des usines, quoi. Ah, ok. Et puis vers Middelburg, là-bas, je sais pas si. Non. Bref. Ces endroits où ils décantent là. Comment on appelle ça? Ils font de la production de pétrole, okay. Donc il y a tout un tas d'opérations dont franchement je me rappelle plus du tout. Moi je me rappelle, je faisais des drivers sur des chromatographes, donc okay. Donc c'est autre chose, c'est une autre vie, c'est plus moi. Mais voilà, donc j'avais fait ça à Lyon, j'avais fait le genre SS2I machin, bref. J'ai vu qu'ils en avaient strictement rien à faire des compétences, etc. Que pour eux, ils cochaient des cases. J'ai fui. Bah, tu vois, c'est vraiment la réflexion qu'on est en train de se faire maintenant et on peut en parler plus librement parce qu'on a quitté notre job. Mais nous, on est arrivé à un point là. Pourtant, on est dans l'une des boîtes les plus on était dans l'une des boîtes les plus profitables du monde, dans l'un des endroits, l'endroit le mieux payé du monde, hein. Franchement, quand t'es ingé dans notre domaine à Genève, pour être mieux payé et avoir adapté à ton niveau de vie, je pense que tu vis peut-être aussi bien aux US, mais il y a quasiment nulle part où tu vis aussi bien, ou peut-être Singapour. Ouais. On travaillait très très peu, mais quand je dis très très peu, voilà, s'il y a des personnes qui bossent avec nous, voilà, on travaille 1 heure ou 2 par jour, pour un salaire de ministre bien payé. Mais c'est insupportable en fait. On a vécu un lavage de cerveau et on en arrivait à un point où on se dit mais en fait on peut pas continuer parce qu'on va devenir des légumes et en fait après tu rentres dans une espèce de machine à laver où en fait on te paye à rien foutre. Et contrairement à ce que tu crois, la boîte est certainement très très bien gérée parce que 1 heure ou 2 de vous en tant que top niveau, tu vois, de ce qu'il fait au niveau de la formation, au niveau du monde, quoi. Je veux dire, il y a pas 2% de la planète qui est aussi bien formée que vous en réalité. Et finalement, la boîte, en fait, est bien gérée. C'est très dur de gérer une grosse structure. C'est très 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 dur. Bien géré, mais je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup de facteurs qui fait que c'est quand même, enfin, il y a
je sais pas si c'est vraiment que lié à la gestion, parce que c'est un groupe de luxe. Donc déjà, bon, c'est aussi lié à leur domaine d'activité. C'est que leur cœur de métier, c'est pas l'IT. Donc en réalité, nous, on coûte très cher. Mais ils font de telles marges et de tels bénéfices sur le luxe que c'est déjà pas mal. Et ils ont une note ESG qui grimpe au plafond, ce qui fait qu'ils ont de la dette à prix cassé. Donc en plus, ils se financent très facilement. Ouais. C'est ce qui fait que nous, honnêtement, et c'est pour ça que si quelqu'un nous regarde et qui veut travailler dans l'IT et qui aime son métier et qui veut apprendre des choses, n'allez pas dans une boîte qui ne fait pas de l'IT. Parce qu'en fait, vous allez finir par devenir teubé. Honnêtement, moi j'ai l'impression d'avoir régressé toutes ces années, et heureusement qu'on a cette curiosité à côté qui nous anime, parce que sinon, tu finis comme un légume. Et nous, on s'est dit, c'est un piège, parce que tu peux te retrouver là, il y a une faille temporelle jusqu'à tes 50 ans, où en fait, t'as rien fait de ta vie. Et par contre, t'as 3 clics par jour. Non, mais c'est ça, mais tu rigoles, mais c'est vraiment ça notre... Je connais. Mais c'est horrible, parce que je trouve qu'en fait, on n'est pas câblé pour être payé 10 fois le SMIC, et ne rien faire. Surtout quand tu vois à côté les gens... Enfin, c'est pas possible. Moi, j'étais très très mal payé, donc c'est autre chose. Mais je me souviens, quand j'étais en SS2I, on m'avait envoyé dans une grande boîte pharmaceutique dont la chaîne de production sur leur machine s'arrêtait tous les 1 mois et demi. Ils savaient pas pourquoi. À chaque fois, ça leur faisait la production qui s'arrête pendant une journée, la relancer, ça leur faisait perdre un pognon. Je sais plus, ça se comptait en millions de dollars, je pense. Je sais pas exactement. Et donc du coup, je suis arrivé là-bas et ils ont acheté à ma SS2I en fin d'année. Ils ont dépensé leur crédit, mais tu sais, en mode communiste, quoi. Faut qu'on dépense nos crédits au cas où l'année prochaine, on ne nous en redemande pas autant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de la folie. Et donc, ils ont dit, on va tenter une fois de plus, ça faisait peut-être la 5e année de suite, de voir si un ingénieur pourrait pas voir pourquoi la chaîne de production plante. Je suis arrivé là-bas, donc j'étais là-bas pour 3 semaines, déjà. Donc déjà, le mec m'a fait faire le tour de tout le bâtiment. Il y avait au moins 50 ingénieurs dont on m'a donné le prénom et qui m'ont serré la main. Une fois que j'avais fini ce tour-là, je me rappelais du prénom de aucun. Voilà. Je suis allé m'asseoir, il m'a envoyé un mail, j'ai ouvert le truc. C'était un truc de multithread où ils avaient oublié un sémaphore, en gros, c'est tout. C'était vraiment trivial. Ça m'a pris une demi-heure. Et ensuite, donc j'ai résolu leur problème, tu vois. Je sais pas comment les autres ont fait. Ils ont pas bossé, en fait. Les gens n'ont pas ouvert le truc, c'est sûr, tu vois. Enfin, ou alors ils sont complètement nuls. Bref. Ou ils savent pas ce que c'est qu'un sémaphore, je sais pas, tu vois, enfin, c'est terrible. Par curiosité, c'est quoi un sémaphore, du coup, exactement ? C'est un truc qui permet, si tu veux, quand tu as une ressource qui est partagée par plusieurs threads, il faut la bloquer pour pas que les deux essayent de l'avoir en même temps, sinon tu peux te retrouver, selon comment le truc, selon les instructions, si tu veux, dans une situation d'interblocage. Ok. Et du coup, après, il peut y avoir des phénomènes où le machin est interbloqué, la mémoire grossit et tout plante, quoi. Okay. Bref, je pense que tu arrives à visualiser à peu près. Bon, truc multithread, c'est vraiment la base du C, quoi. Tu vois, du C. Bref. Et donc du coup, voilà, c'est tout. Et du coup, j'ai dû aller là-bas tous les matins, attendre. Le mec me dit, donc du coup, j'ai envoyé mon mail, c'était midi, on allait bouffer. Je dis, du coup, on fait quoi après? Il fait, on fait rien. C'est pour ça que t'étais embauché. J'ai dit, donc, du coup, je fais quoi? Je sais pas, sur le net, tu vois, occupe-toi, quoi. Et je suis allé là-bas pendant 3 semaines, tous les matins. Et je suis revenu le soir. C'est la déprime. Et puis surtout, j'étais payé moins bien que la plupart des ingénieurs, parce que j'étais à Bac+3. Et peu importe que je réussisse ma mission, que je la réussisse, tout le monde s'en fout, quoi. Et tu penses que ça, c'est dû à quoi? Parce que moi, à chaque fois, je me dis, au final, ça reste des boîtes privées, c'est pas de l'argent public. Comment on en arrive à cette situation? Parce que tu te dis, mais il y a quand même un gros bug dans le logiciel, là. Comment Je te souhaite de réussir d'avoir la réponse à cette question aussi rapidement que possible, c'est-à-dire de réussir ton aventure entrepreneuriale et d'avoir 25 employés. Ouais. Je te souhaite ça,
Et une fois que tu seras arrivé à ce niveau à peu près critique, tu vas voir que c'est impossible d'optimiser ses ressources. Ok. C'est impossible parce que peu importe la manière dont tu vas faire, je sais pas quoi, un scrum, n'importe quel truc agile ou pas agile, ou peu importe, tu vas pas réussir à gérer les gens. C'est impossible. Déjà, tu vas mal allouer tes ressources, c'est-à-dire que les gens vont effectivement bosser sans comprendre exactement les priorités de l'entreprise, alors que c'est une petite structure de 25 employés. Même si tu arrives à leur faire comprendre temporairement les priorités de l'entreprise, aujourd'hui, dans 2 mois, comme ça sera plus les mêmes, tout le monde n'aura pas exactement compris, etc. Et même là, bien définir les tâches, tout ça, c'est un boulot, mais qui est très difficile. Et on parle de 25 mecs. Quand on a 25 000... Imagine quand tu as 50 000 personnes à gérer. Ouais. Tu es obligé de gérer, on va dire, macro, quoi. Tu vois, c'est... Bon, je vais mettre des mecs là-dedans, je vais essayer, tu vois, tu gères plus les petites lignes, quoi. Tu peux pas, c'est impossible. Et là, on parle de structure à 25 personnes. Donc, c'est impossible, comment dire. Maintenant que je vois l'autre côté de la barrière, je me dis, mais évidemment que le mec, il va pas se creuser la tête à me donner une mission pour les 20 jours qui me restent. Il s'en fout. Je veux dire, ça y est, l'argent qu'il a dépensé est déjà rentable. Pour lui, c'est inespéré. Il espérait même pas que ça soit rentable, en fait. Il l'a dépensé parce que, non, c'est le mec qui est vraiment, vraiment au-dessus. Il gère les budgets. Il dit, bon, eux, ils ont eu besoin de combien chaque année? Cette année, ils ont eu besoin de temps. Je vais faire un tableau en croix, je vais faire, tu vois, il essaye d'allouer les ressources budgétaires vraiment le moins mal possible. Ouais. C'est déjà difficile. Le mec qui est en dessous, il essaie de les dépenser. Il y a un game entre les deux, etc. Enfin, je veux dire, c'est normal, c'est logique. Pourquoi c'est mal géré? C'est parce que c'est impossible à bien gérer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le capitalisme marche. Et justement, je voulais vraiment qu'on fasse cette transition parce que ce que tu es en train de démontrer, c'est que la planification centrale, ça marche pas. Ça marche. Enfin, en fait, on se rend compte que plus on recule, plus ça marche pas, en fait. Et si tu le fais à l'échelle d'un pays, l'avantage d'une superstructure comme, je sais pas moi, une grosse boîte, c'est les économies d'échelle. L'avantage d'une petite structure, c'est l'agilité et l'allocation très bonne des ressources. Donc, il faut savoir quel est ton avantage. Les grosses structures, elles le savent qu'elles sont mauvaises là-dedans. Mais c'est pas là-dessus qu'elles jouent, tout simplement. Ou c'est pour ça qu'elles font des petites filiales, des fois, pour recréer de l'agilité. Quand elles ont besoin de créativité ou d'agilité, elles savent très bien qu'elles sont obligées de repasser sur une petite structure. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Comment on organise un État, alors? J'ai bien des idées, mais ça va pas plaire à tout le monde. On n'organise pas, tout simplement. Je pense je pense qu'il y a rien de plus profondément ennuyeux que la politique en France. J'espère qu'on va pas aborder le sujet. Non, nous, on n'est pas très calés en politique en France. Hein. Mais par contre, la politique en général, c'est un sujet qui est passionnant. À mon avis, il nous faudrait un débat pour savoir quel est le rôle de l'État, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans le régalien. Déjà, on devrait déjà avoir un débat pour être d'accord sur le fait que l'État ne devrait s'occuper que du régalien. Puis ensuite, je pense que ce débat est assez évident quand on réfléchit à la question. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met dans le régalien? C'est ça la vraie question, quoi. Et toi, selon toi Moi, j'ai pas toutes les réponses à cette question. Je suis pas la prétention d'avoir vraiment fini ma réflexion sur le sujet totalement. Il me semble assez évident qu'il faut l'armée, la justice, la police. Je pense que oui. Donc la défense extérieure, mais intérieure. La police, c'est chaud parce que quand je vois l'état de la police en France, qui est en fait une milice qui raquette les honnêtes gens au coin de la rue, au bord des routes, et qui ne court pas après les bandits. Moi, on en revient au début, là, mon occupant sans droit ni titre. Si j'allais m'en occuper moi-même avec une barre de fer et que je le dirais de chez moi, je finissais en tôle. Alors que la police, si je les appelle, je dis au fait... j'ai un occupant sans droit ni titre, qu'est-ce qu'on fait? Il me fait,
Très intéressant, monsieur. Allez, à la prochaine, on va déjeuner. Ouais. Enfin voilà, quoi, c'est ridicule. Donc la police, quand je vois ce qu'elle est en France, j'ai du mal à me dire que finalement, est-ce que c'est parfaitement... Est-ce que c'est un mal nécessaire? Non, c'est pas est-ce que c'est un mal nécessaire, mais est-ce que il faudrait pas des contre-pouvoirs, c'est-à-dire la possibilité d'une libéralisation d'une grande partie de leur mission. Bah déjà, est-ce que toi, le port d'armes te semble indispensable? Parce que par exemple, moi, c'est fou de pas avoir du port d'armes. Ouais. C'est de la folie. Récemment, on a fait une émission justement un avec. Citoyen sans armes, c'est pas un citoyen. C'est ça. Et c'est qu'en fait, c'est pour moi. Enfin, je réalisais pas avant qu'on ait cette émission mercredi dernier sur le sujet. Et en fait, je réalisais pas à quel point en fait désarmer la population. Vous venez de Suisse. Alors nous, on est français. Hein. Moi, je viens d'ici. Oui, j'ai toujours vu. Mais vous avez côtoyé des gens là-bas qui. Pas tant de Suisses à Genève. Il y a pas de Suisse. Il y a que des frontaliers. J'ai pas croisé un Suisse en réalité, et encore moins armé. Parce qu'en plus, je crois que c'est un canton qui est peut-être assez. Non, mais ils ont des armes chez eux. Oui, voilà. Mais j'en ai jamais parlé avec eux, donc j'ai pas ce retour d'expérience. Mais je réalisais pas à quel point en fait désarmer la population, c'est vraiment la première étape à faire avant l'autoritarisme. Même en cas de guerre. Je veux dire, si tout le monde a des armes chez soi, c'est bien compliqué de traverser la rue, là, tu vois, tout simplement, hein, si jamais les mecs sont pas les bienvenus, quoi. Même dans tous les cas, en fait, je comprends même pas la logique. Les gens vont te dire oui, mais si tout le monde est armé, ça peut dégénérer, machin. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a d'abord une incentive à ne pas agresser l'autre parce que tu sais qu'il est armé. Et Moi, j'ai grandi à Vénissieux. Hein. Je te dis, ça dégénère sans armes. C'est ça. Mais c'est surtout qu'en fait, en désarmant la population, aujourd'hui, se procurer un flingue, c'est super simple en France. Franchement, pour 500 balles, t'as une arme létale, qui marche bien. Donc en fait, tu désarmes que celui qui est pas en mesure de se procurer cette arme illégalement. Mais quelqu'un qui veut tuer avec une arme, no problème, c'est le truc le plus facile à faire. Tu désarmes rien du tout, hein, sans revenir au sujet d'actualité de ce qui s'est passé en Allemagne récemment. Je rappelle quand même qu'un véhicule fait facilement plus d'1 tonne, que l'énergie cinétique, ce n'est pas une légende magique, ça existe vraiment. Je sais pas si vous êtes allé au lycée, vous le savez, a priori. Un demi de MV2, bam, ça fait du dégât. On peut considérer ça comme une arme, j'imagine. Moi, largement. Vraiment. Voilà, donc les gens. Et puis on a tous des couteaux chez soi. Le couteau, ça tue. Un couteau, c'est t'as beau être ceinture noire de ce que tu veux, un couteau, c'est un couteau. Hein, je veux dire, le feu aussi, ça marche bien. On peut en citer beaucoup, des méthodes. Il faut interdire le feu, idéalement, quoi. Hein, ça serait bien. On en est là à ce niveau de mauvaise foi, en fait. C'est de la mauvaise foi, à mon avis. Hein, mais bon, je sais pas ce que vous. C'est en Angleterre, il y a pas eu un délire avec les couteaux. Ils ont voulu interdire une forme de couteau spécial, je sais plus quoi, ou mettre une protection dessus. Même en France, les opinels, il me semble maintenant t'as plus le droit d'en avoir dans la rue, c'est que en montagne. Là, je voyais une vidéo récemment qui passait sur un marché de Noël où justement ils contrôlaient une vieille dame en Angleterre et ils regardaient si elle avait bien un type de couteau et lui enlevaient. Genre et tu vois en plus les personnes auxquelles ils s'attaquent, ils feront jamais ça dans des cités. Ils vont pas aller dans des cités et dire est-ce que t'as un couteau dans ton sac, en fait ils vont désarmer la petite population inoffensive. C'est terrible. J'ai vu une vidéo d'un youtubeur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Teddy Boy RSA et qui chroniquait le passage en justice d'un mec qui vient de la campagne très 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 sincèrement, et qui avait un Opinel sur lui et qui était dans le métro à Paris. Donc il se fait arrêter, je sais pas par qui, la RATP, un flic, je sais pas qui l'a envoyé au tribunal, et le mec était arrivé avec avec ses petites fiches pour essayer de défendre son cas. Il avait évidemment raison. Et il s'est fait défoncer par le juge. Pourquoi ? Parce que de toute façon, la juge avait l'impression qu'il essayait de lui apprendre la loi, donc du coup, il faut surtout pas un professionnel mandaté par l'État et qui ne risque à aucun moment de perdre son job, qui n'est pas réélu ou élu par la population, enfin, qui est là inamovible et qui a la vérité qui descend du ciel dans sa tête. Donc il lui a dit il a mis les textes de loi pour lui prouver qu'elle avait tort, puis à la fin.
Il lui dit, de toute façon, le papier du gars, du flic, quoi, qui m'a rempli le truc, n'est même pas daté à la bonne date. Donc, de toute façon, votre truc, a priori, je connais pas tous les détails de la justice, mais t'es recevable. Et elle lui a dit, ah, ouais, mais vous n'avez pas respecté la procédure. Elle lui a sorti des mots en latin et elle lui a dit, donc, du coup, ça, fallait le dire avant de commencer. Genre, souffler n'est pas joué, t'es coupable, quoi. Contre Kems. Contre Kems, ça lui a fait. Et donc, du coup, Opinel, t'as tort, terminé. Moi, je dis, je veux dire, mes grands-pères, tu leur aurais dit, vous n'avez pas le droit d'avoir un couteau dans la poche, et puis, bon, il y aurait eu une claque qui serait partie, et puis c'est tout, quoi. Personne ne se promène. Et du coup, là, tu faisais une remarque. Du coup, t'es quand même pour que la justice soit maintenue soit dans le régalien. C'est pas que je sois pour, c'est qu'on n'a pas je n'arrive pas à imaginer une alternative qui pourrait définir un cadre juridique sans que ça soit géré par une institution de type État. Je vois pas d'alternative. S'il y avait une alternative, une justice. Je pourrais la considérer, mais je ne connais pas. Une justice. Donc ouais, vraiment le penchant anarcho-capitaliste, donc où la justice serait privée, donc gérée par des entreprises en concurrence qui rendraient justice, où au final en fait ce serait plus mais si tu as deux personnes qui sont en conflit, comment elles font pour choisir l'organe judiciaire? Elles souscrivent à un système légal, juridique, en fait, où en fait elles vont faire leur contrat au départ, s'il y a eu contrat. Mais si elles sont pas en contrat au départ. Et puis si elles sont pas dans le contrat, en fait, il y a toujours... si tout est privatisé, à la fin, t'es dans un lieu, en fait, tu respectes les règles de cet endroit. Ouais. Exactement comme tu vas sur un site web, tu dis, j'accepte ça, tu vas sur tel truc. À chaque fois, en fait, t'acceptes sans t'en rendre compte des contrats n'importe où. T'arrives dans un pays, au final, t'as accepté un contrat. T'es arrivé par le ventre de ta mère, je veux dire, t'as rien accepté du tout. Non, t'as rien accepté, c'est bien ça le problème. C'est justement, s'il y a bien un truc que je récuse avant même d'avoir vu toutes ces idées, c'est le fait d'accepter le contrat social. Moi, je me souviens, première fois que j'ai entendu le mot, j'ai dit, quel contrat? De quoi vous parlez, quoi? Attendez, c'est vraiment, ça, c'est un truc, normalement, si t'as 2 neurones câblés, tu dis, non, j'ai rien accepté du tout, je veux dire, c'est... Surtout, en fait, c'est pas un contrat à partir du moment où tu peux pas le rompre. C'est que, à la limite. Alors là, par contre, tu peux le rompre. Moi, en te barrant. Parce que je veux dire, c'est que tu peux le contrat social. Terminado, hein. Je veux dire, là, je suis en vacances, hein. Je suis venu là. Bon, faut pas. Ouais, mais le seul moyen de le rompre, en fait, tu peux pas réellement le rompre. Enfin, faut se barrer, quoi. Tu peux pas te dire, je reste et je le romps. C'est le seul moyen légal. Et c'est de brûler ton passeport par la même occasion aussi. Si tu veux vraiment le rompre jusqu'au bout. Parce que imaginons que la France se mette à faire, parce qu'ils ont eu ces idées un peu faire comme les États-Unis, avec une sorte d'impôt dépendant de ta nationalité et plus de ta résidence. Là, faut brûler son passeport si tu veux vraiment rompre le contrat. On va avoir une démographie française de type guerre. Hein. Il y a 1 million, 2 millions de passeports qui vont être rendus assez rapidement. Je te le dis tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire. 2 millions, j'exagère, mais 1 million, ça m'étonnerait pas qu'il y ait 1 million de Français qui disent terminé, nous casser les pieds. Hein. Là, franchement. En fait, tu t'as plus aucun intérêt. Mon passeport, hein, c'est clair net. Hein. C'est sûr. Moi, je suis parti pour arrêter de financer l'État français. C'est clair et net. Pour échapper à ces règles et ne pas financer l'ennemi. C'est clair et net. Donc. Je suis parti en 2011, donc je suis pas dans ces idées depuis la semaine dernière. Est-ce que tu finis toujours par financer un autre ennemi, genre maintenant Shanghai qui est un peu annexé par la Chine, est-ce que tu pars à Hong Kong, excuse-moi. Hong Kong c'est totalement annexé par la Chine. Ouais, je sais, ouais. Est-ce que ça te dérange pas? Tu dis bon, allez, c'est le... Déjà, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le taux d'imposition est très inférieur à 20%. Hein. Ok. Donc, comment dire dans la pratique, ça me va, tu vois. Dans la pratique, je veux pas le... Dans la pratique, Hong Kong, c'est quand même cool. Il n'y a pas d'abus de biens social. C'est-à-dire que demain, c'est avec ma société, je veux m'acheter une Ferrari
puis l'acheter du haut d'une falaise, personne ne trouvera rien à dire par rapport à ça. Sans doute que je devrais payer pour qu'on puisse la déblayer, mais à part ça, personne ne me demandera autre chose. Hein. Donc, en fait, déjà, tu fais ce que tu veux de ton pognon. C'est quand même... Alors qu'en France, tu veux jeter ta Ferrari, on va t'emmerder. Non, mais en France, tu l'auras acheté avec... l'argent ce que je veux dire, c'est que l'argent de ta société n'est pas ton argent. C'est déjà fou, tu vois. C'est ce que je veux dire par il n'y a pas d'abus de bien social. Là, je parlais pas d'écologie, je parlais de... Excuse-moi, je suis trop dedans. Oui, bon, si tu veux, je sais pas, c'était un mauvais exemple. Bref, peu importe, t'as rien compris. Je veux dire, si tu prends l'argent de ta société et que tu fais n'importe quoi avec, tout le monde s'en fout. Ici, ils vont te demander des comptes, quoi. C'est incroyable de demander des comptes à des gens. C'est pas leur pognon déjà. Enfin si, du coup si, mais c'est tout le problème. Vu que c'est leur pognon, moi je dis bah non, je veux pas que ça soit votre pognon, voilà. Et en parlant à qui appartient le pognon de qui et qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec, qu'est-ce que tu penses, et j'ai vu que tu avais passé beaucoup de temps à faire des recherches dessus, c'est les réserves stratégiques des pays. Et souvent, en fait, on va dire, il y a deux types de bitcoiners. Il y a celui qui se dit, bon, allez, c'est number goes up, Bitcoin is for enemy, on s'en fout, ça va faire monter le prix. Et en même temps, il y a celui qui se dit, attends, en fait, là, il est en train de nous dire que c'est avec l'argent de nos impôts qu'il va prendre la décision d'investir dans Bitcoin. Pourquoi il nous rend pas juste les impôts et il nous dit, bah voilà, vous faites ce que vous voulez. Nous, on vous dit en plus, allez, par la même occasion, Bitcoin, au final, c'est peut-être pas tant de la merde. Ou ils disent juste rien du tout. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, d'États qui commencent à investir à notre place dans ce qui devrait être bon pour la nation? Déjà, pour ça, il faut revenir un petit peu précédemment dans la discussion et parler de ce qu'on considère comme étant dans le régalien ou pas. Moi, à mon avis, il y a des choses dans le régalien. On peut discuter on peut discuter du niveau de régalien de la police, de la justice, de l'armée, de la diplomatie. Certains voudraient mettre l'école. Moi, bon, je suis radicalement contre. Certains voudraient mettre l'énergie, comme Charles Gave que vous avez reçu récemment. La monnaie aussi. Pour certains, jusqu'aux Autrichiens, la monnaie était régalienne aussi. Non, ils avaient raison. La monnaie, Bitcoin a changé la définition du régalien. La définition du régalien, par des innovations technologiques, ne change pas toutes les 4 minutes. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Bitcoin est fascinant. Maintenant, si on considère qu'effectivement, on n'est pas full anarcap et que on est libéral comme moi, peut-être vous êtes un peu plus radical. À votre test, moi j'ai eu 83 ou un truc comme ça, donc je suis quand même modéré. Presque socialiste. Quasiment, tu vois, quasiment un soutien de Hollande, donc bon, voilà. Blague à part, donc du coup, je considère qu'il y a des trucs dans le régalien, et du coup, quand on veut s'organiser pour faire des trucs, il faut avoir une cagnotte, quoi. C'est évident, et cette cagnotte, elle peut être en plein de trucs, et il me semble que la meilleure unité de compte, c'est quand même Bitcoin, a priori, de mon point de vue. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, du coup, je me dis, je préfère qu'ils fassent des réserves en Bitcoin que je sais pas moi, en dette américaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est à choisir, tu vois. Ouais, quitte à se faire racketter, autant qu'ils utilisent cet argent à bon escient, quoi. C'est ça. Si tu veux, par exemple, que ton pays ait une armée, moi, ça me semble absolument nécessaire. Vous avez le droit de pas être d'accord. Il faut qu'il y ait des réserves stratégiques de munitions, de matériel, de carburant, et aussi sous forme dépensable. Et du coup, la meilleure réserve stratégique dépensable, jusqu'à aujourd'hui, c'était de l'or, parce qu'on sait que peu importe qui va être notre ennemi, et a priori, on ne sait pas avec qui on va se disputer dans le futur, du coup, on va pouvoir l'échanger. Aujourd'hui, à mon avis, faire une réserve stratégique en Bitcoin, c'est très très bien. Ça me paraît essentiel.
Et il y a notamment Vladimir Poutine qui refaisait un discours là-dessus là récemment, il y a un mois, où il expliquait ce qui s'était passé avec le début de la guerre et comment on avait gelé ses avoirs. Et c'est vrai que là, on voit tout de suite en fait l'intérêt de Bitcoin. Et qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce discours où il dit voilà, aujourd'hui qu'est-ce qu'on devrait utiliser, les nouvelles technologies comme Bitcoin qui est lui inarrêtable. Vladimir Poutine a été orange peel. Moi, d'aussi loin que je me rappelle qu'il était déjà orange peel en 2018. Donc, avant nous. Donc, tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'il est quand même entouré par des gens qui lui font des fiches. Comme tu te bases sur quoi pour dire 2018 il y avait eu je ne saurais pas vous retrouver le truc, mais il me semble me rappeler que dès 2018, il en avait déjà parlé de manière très très positive. À l'époque, il me semble que c'est de mémoire. Donc, bon. Mais ce qui l'avait intéressé, c'était le minage, évidemment, pour des raisons géopolitiques évidentes. Pour des raisons de ressources naturelles. Donc déjà, à la base, il trouvait ça cool. Parce que pouvoir vendre son énergie sans la transporter, donc directement à un réseau dématérialisé, c'est quand même cool. Après, voilà, je sais pas... Ça évite les galères de Nord Stream 2, genre de trucs. Ça évite tout un tas d'inconvénients. Mais bon, bref, quoi qu'il en... Puis surtout, bref, peu importe. On va pas rentrer dans les débats. On va pas essayer d'ouvrir porte après porte pour oublier la question comme un homme politique. Donc, je pense que voilà. Donc, pour moi, c'était évident. C'était une suite évidente. Après, il a un problème aussi, c'est que son shitcoin local, c'est le rouble. Et je ne sais pas si vous avez la courbe du rouble en tête. Elle est terrifiante. C'est pas le Venezuela, c'est pas l'Argentine, c'est pas la Turquie, mais c'est pas beaucoup mieux. Vous voyez. Et surtout, il y a une autre chose. Moi, je vais très souvent en Russie. Ma femme est russe. Et donc, du coup, je connais un petit peu le truc. Je suis pas du tout un expert. On se calme. Mais ce que je sais, ce que je peux dire, c'est que les Russes du quotidien vont pas épargner en roubles. J'en connais qui épargnent en euros, ce qui est quand même pas de chance. Hein. Comment ils font ? C'est légal ou c'est par des moyens détournés ? C'était avant les événements. Donc la fille que j'ai en tête qui épargne en euros, d'ailleurs maintenant habitant en Allemagne, voilà. Et bon, bref, peu importe. Ils ont pas du tout confiance en leur monnaie en fait, du fait de son historique. Donc par défaut, si jamais Poutine arrive et dit allez, Bitcoin pour tout le monde, je te raconte pas la gueule du rouble. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que les gens vont comprendre rapidement en fait, parce que eux, ils sont sensibilisés aux problèmes d'instabilité monétaire et de tout ça, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui vont comprendre très vite. Je crois pas qu'en tant que chef d'État, vu que chaque chef d'État est chef d'un shitcoin aussi, il faut le comprendre. Donc, il peut pas non plus, si jamais il va trop dans cette direction, il détruit sa monnaie instantanément. Et est-ce qu'ils peuvent se le permettre ? Il faut qu'ils continuent de payer leurs fonctionnaires, il faut que, tu vois ce que je veux dire ? Tu t'en parlais justement là dans le thread dans lequel on en parlait juste avant en off, que tu avais écrit sur cette stratégie que pourrait adopter et qui est peut-être en train d'adopter les États-Unis sur ce qu'on les entend en permanence. Il y a toujours une nouvelle déclaration en ce moment, que ça soit d'un État américain, soit de l'État fédéral qui est en train d'annoncer des réserves stratégiques. Et en même temps, on se dit, mais attends, eux, ils ont la monnaie de réserve mondiale, tout le monde est basé dessus. S'ils commencent à faire ça, ça veut dire quoi ? C'est les gens qui vont perdre confiance dans leur monnaie, on va commencer à avoir une inflation. Et toi, en fait, t'avances que, en fait, c'est peut-être pas si mal. Une inflation, c'est aussi, sur leur monnaie, le moyen de la rendre moins forte et de permettre de rembourser plus vite leurs dettes. Ouais, non, mais c'est... De toute façon, quand t'as pas envie de rembourser, le fait que... Enfin, je veux dire, si demain tu dois acheter un actif, une dette, admettons qu'on voit une dette comme un actif, et que il coûte, je sais pas, tant de trilliards, ok ? Ben, tu dois acheter, je sais pas moi, tu dois acheter cette maison qui est en face, là, elle coûte, je sais pas moi, 20 millions d'euros. Bah, t'as la possibilité de faire que cette maison vale moins cher. Et tu dois l'acheter, t'as pas le choix.
bon, bah, tu vas faire en sorte qu'elle soit moins chère. Je veux dire, c'est évident. À moins que tu sois vraiment, vraiment borné, quoi. Je veux dire, non, je voudrais qu'elle soit plus chère. Faut vraiment aimer se faire mal, hein. Non, je pense pas que. Moi, je pense qu'ils ont tout intérêt à effondrer leur monnaie. Ça représente quand même un pouvoir monstrueux, leur monnaie. C'est la raison pour laquelle l'extériorité du droit. C'est la raison pour laquelle Bitcoin était vraiment une révolution. C'est parce que ça sépare la monnaie de l'État et que c'est un pouvoir monstrueux. Je pense que le terme est bien choisi. C'est monstrueux. C'est un pouvoir qui ne devrait pas exister. Et de toute façon, j'ai vu encore Elon Musk, qui a priori est très proche du gouvernement maintenant, ce matin retweeter quelqu'un qui a tweeté le graphe de la dette américaine qui s'envole, mais de manière complètement c'est verticale, le machin. Et le commentaire, c'était si on ne résout pas ce problème, c'est la banqueroute. Voilà, c'était ça qu'il a retweeté. Et lui, il a retweeté en reprenant exactement la même phrase. Si on ne résout pas ce problème, c'est la banqueroute. Mais comment on résout ce problème? Vous le savez, lui, comme vous, comme moi, on le sait tous. Personne ne peut rembourser ce truc-là. C'est pas remboursable. Donc comment vont-ils le rembourser? En effondrant la valeur de ce truc-là. Il n'y a pas d'autre choix. S'il y avait un autre choix, il n'y a pas d'autre. Il n'y a qu'une seule porte. Let's go, quoi. Je veux dire, c'est. Parce que pour que les gens comprennent bien, en fait, ils ont émis de la dette qui doit être remboursable dans la monnaie qu'ils impriment. Donc, en fait, ils ont juste... comme nous, hein. Ouais, c'est ça, comme la plupart des États. Non, mais comme la France, la dette de la France est dans la monnaie légale du territoire. Si demain, on repasse en francs et qu'on effondre notre monnaie, aucun problème. Ça y est, elle est remboursée, la dette. Par contre, tous les débiteurs, c'est-à-dire tous les gens qui ont, je sais pas moi, une assurance vie, un livret A, etc., c'est ciao, les gars. Ou les pays qui possèdent notre dette. Ou les pays qui possèdent notre dette, c'est ciao. Et pour les États-Unis, ça sera pareil. Donc le jeu, à mon avis, ça va être d'effondrer la valeur de la monnaie, mais pas trop vite. Le jeu va être de contrôler à quel point la monnaie s'effondre rapidement. Et comment ils peuvent faire ce tour de passe-passe ? Ils ont leur levier, leur propre levier. Déjà, il y a deux choses. S'ils font une réserve stratégique en Bitcoin, ils vont faire pump le prix du Bitcoin comme des malades. Donc déjà, ils vont avoir un actif qui va rapidement avoir le prix de leur réserve en or, puis plus, puis bon voilà. Donc au bout d'un moment, déjà, les courbes se croisent. C'est-à-dire que leurs actifs par rapport à leurs passifs va se croiser. Ça, c'est pas tout de suite. Il va falloir du temps pour que ça arrive. Mais à mon avis, ça va arriver. Nous le verrons de notre vivant. Il va y avoir que leur réserve en Bitcoin par rapport à leur dette, ça va rassurer tout le monde. Quand quelqu'un te doit du pognon et que ses actifs en face sont à la fois liquides et à la fois conséquents par rapport à la dette, ça va. Et vérifiable en plus. Et vérifiable. Le banquier dort mieux. Bon, voilà. Et donc, du coup, ça déjà, c'est une chose. Mais autre chose, c'est que on est dans un jeu d'échelle musicale où personne n'a intérêt à ce que la musique s'arrête. Il y a vraiment, à part la Chine, et la Russie évidemment pour d'autres raisons, mais l'Iran ou la Corée du Nord ou des pays un peu comme ça, à part eux qui ont, la Chine, eux, c'est volontairement. Personne n'a intérêt à ce que la musique s'arrête, parce que si la musique s'arrête, les actifs de tout le monde disparaissent. Donc du coup, il va y avoir moyen de négocier pour les États-Unis. Il va y avoir moyen de négocier, mais quand même, la direction, on sait où on veut que ça aille, quoi. Donc, les débiteurs des États-Unis, c'est des pays, mais pas seulement. C'est aussi des entreprises, c'est toute personne qui gère une trésorerie. En réalité, une trésorerie conséquente, elle a affaire au dollar, c'est comme ça. Donc, Et toi, t'as suivi un peu les annonces de réserves stratégiques, les pays qui seraient déjà en train d'accumuler. Genre, toi, tu penses qu'il y en a déjà beaucoup qui ont commencé là, peut-être en secret. Certains. Parce qu'aujourd'hui, officiellement, on a qui ? On a le Salvador, le Bhoutan, le Bhoutan.
Il y a Oman aussi, mais eux, c'est plutôt le parti minage. Ils en accumulent pas directement. Le Bhoutan aussi. Le Bhoutan aussi. Le Bhoutan a un tiers de... alors avant que ça pump, là, je sais pas exactement, parce que le prix a beaucoup bougé récemment. Mais la dernière fois qu'on en a entendu parler, il me semble que ça représentait un tiers de leur PIB, leur réserve en Bitcoin. Waouh, c'est énorme. Et accumulé 100% en minage. Okay. Et la seule raison pour laquelle on a su qu'ils avaient du Bitcoin, c'est à cause de l'affaire Celsius. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient leur Bitcoin chez eux? Apparemment, ils avaient un bout de Bitcoin chez eux ou je sais pas quoi. Bref, ils étaient dans les... Peut-être ils faisaient des tests, j'en sais rien. Je sais pas exactement les détails. Mais en tout cas, leur nom est sorti du fait de la... On a dit, qu'est-ce que vous foutez là, les gars? Ils ont consolidé leur UTXO. Ils ont dit, au fait, on mine depuis un moment. Bon, voilà. Donc, voilà. Bon, après, un tiers de leur PIB, c'est pas non plus... tu vois. Ouais, j'imagine que ça représente déjà plusieurs milliards, non? Oui, bien sûr. Ouais, sans doute. Ouais. Non, parce qu'on, par exemple, pour c'est quoi Salvador, le PIB, ça doit être 6 milliards, 4... c'est moins de 10 milliards en tout cas. Donc déjà, quand on voit chez eux, ça représente aujourd'hui un peu moins de 700 millions, leurs avoirs en Bitcoin, bah, ça commence déjà à représenter c'est joli. Hein. Il y a peu de pays qui arrivent à faire ça. Avoir un investissement qui est aussi lucratif. Nous, on est en balance commerciale négative, on est en balance commerciale négative et en budget négatif depuis très longtemps. Le combo, là, on l'a depuis moins longtemps que... Le budget négatif, ça doit faire 40 ans, ou peut-être un peu plus, et le combo balance commerciale négatif et budget négatif, alors là, je sais pas, ça doit peut-être moins long, mais c'est l'horreur, quoi. Et il y a d'autres pays comme ça, par exemple, la Chine, on n'a pas d'informations. Il y a Hong Kong qui a lancé les ETF. Tous les chiffres que vous pouvez avoir sur la Chine, partent du principe qu'ils sont complètement faux. Tout est faux. Ok. D'expérience en plus. Non, oui, bien sûr. Non, mais même, je veux dire, il y a rien qui correspond. Et les consommations d'énergie, la pollution, il y a rien qui correspond. Tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'ils se sont développés à une vitesse étonnante, vraiment étonnante. Moi, la première fois que je suis allé en Chine, ça devait être en 2012 ou 2013, je sais plus. Et j'étais allé à Canton, et on marchait dans la rue, et devant nous, il y avait une femme avec son enfant. Elle a dégrafé le pantalon du gamin, et il a fait caca dans la rue. Voilà. Et ça, je vous parle pas des années 80, hein, c'était hier. Là, j'ai fait des escales en Chine pour faire Hong Kong, Moscou. Et tous les deux aéroports que j'ai visités étaient flambant neufs. Étaient du niveau de la qualité de celui du Hong Kong, c'est-à-dire très très supérieur à la qualité qu'on peut avoir à Paris, par exemple. Vous voyez, et ça, en quelques années. C'est-à-dire que les gens ne font plus caca dans la rue. Enfin, ils ne font plus faire caca dans la rue. Ils volent en drone maintenant. Voilà. À Hong Kong, il y avait, je me rappelle qu'au début, quand j'arrivais, très souvent sur Internet, c'était le jeu. Il y a des gens qui prenaient des Hongkongais, qui bien sûr détestent leurs voisins, comme tout le monde, donc ils détestent les Chinois, et prenaient des vidéos ou des photos de Chinois en train de faire caca ici et là, quoi. Donc, vous voyez le saut qualitatif extraordinaire de la Chine en seulement quelques années. C'est énorme. On se rend pas compte. Et attends, c'était quoi le rapport avec le fait qu'ils mentent sur leurs chiffres? C'est qu'au final, on s'en fout des chiffres. Ce qu'on voit, c'est la réalité, c'est qu'ils ont progressé extrêmement vite. Les chiffres, ils sont faux parce que de toute façon, ils sont incohérents. Okay. Et la réalité, ce qu'on voit avec nos yeux, c'est extraordinaire. Voilà. Ok. Tu partageais aussi sur ton compte CoinSU les indicateurs d'inflation que je trouve assez incroyables. C'était celui Campbell, les concentrés de tomates. Celle-là, je sais plus si elle est issue du Fiat Standard ou du Beacon Standard. Elle est dans l'un des deux livres. Peut-être.
Je l'ai lu il y a trop longtemps maintenant, mais ouais, ils sont assez impressionnants et ça rappelle un peu le Big Mac Index aussi, où tu vois l'évolution du prix du Big Mac dans les différents pays. Et, par exemple, je sais plus le prix du Big Mac au début, mais c'était, ou en tout cas d'un petit burger, mais c'était genre 50 centimes, 50 cents aux États-Unis. Aujourd'hui, quand tu vois ce qu'il faut mettre 10 euros, 15 euros, et en plus, tu vois pas la taille qui a réduit aussi. C'est juste monstrueux. Et toi, est-ce que tu as des indicateurs comme ça pour mesurer l'inflation? Aujourd'hui, c'est extrêmement dur, je trouve. Ou en tout cas, peut-être qu'on nous fait croire que c'est dur, mais... Non, moi, à mon avis, c'est simplement, c'est pas possible. Tout simplement. Et je pense que de toute façon, il vaut mieux regarder le CPI, il vaut mieux regarder le Consumer Price Index des États-Unis et partir du principe que c'est pire. Et de toute façon, si on regarde simplement le CPI, c'est déjà épique, tu vois, c'est déjà épique. Donc du coup, on se dit bon bah, tu vois cette courbe, elle est épique. Bon bah c'est pire. Voilà, c'est tout, ça suffit. Je veux dire, on n'a pas besoin de mesurer précisément l'inflation, à moins qu'on ait un job dans lequel ça soit pour se rendre compte que c'est catastrophique. Le CPI suffit. Moi, j'ai fait une étude récemment justement sur l'immobilier pour regarder un petit peu. J'ai essayé de voir l'évolution du prix d'un appartement à Paris en moyenne depuis 1945. J'ai essayé de faire ça. Bon, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti systématiquement le prix en dollars et que je l'ai corrigé du CPI, puisque c'est suffisamment, on a suffisamment d'historique sur les deux index. Bon, bah voilà. Donc, moi, je pense que ça suffit de faire ça. D'ailleurs, spoiler, depuis 2014, le prix de l'immobilier à Paris s'effondre. Faut le savoir. Vous n'en avez peut-être pas conscience parce que votre salaire aussi s'effondre, mais le prix en dollars, en pouvoir d'achat en dollars, s'effondre. Donc, par rapport à la boîte de tomates, l'appartement à Paris s'effondre. Faut le savoir. Ok, c'est quoi les raisons pour toi? C'est le manque d'attractivité ou c'est même la région européenne qui... Non, bah, les raisons, elles sont très très... Alors moi, j'ai creusé beaucoup le sujet pendant une vingtaine d'heures, donc je suis pas un expert, mais pour moi, c'est très très clair. Il suffit de mettre en face les données démographiques. Si vous regardez la pyramide des âges, le baby-boom, etc., vous allez voir qu'en fait, toute la période qui est avant 1970, en fait, elle n'est pas intéressante. Il faut regarder la période de 70 à nos jours, de regarder quand est-ce que les baby-boomers ont commencé à acheter de l'immobilier et quand est-ce qu'ils ont commencé à mourir. Et vous allez vous apercevoir que les baby-boomers les plus âgés et les moins riches, en fait, parce que l'espérance de vie est liée pas mal au pouvoir d'achat. Donc les baby-boomers les moins riches et les plus vieux ont commencé à mourir en 2014. Et donc du coup, on a un simple effet d'offre et de demande qui se déséquilibre. Et surtout, ça ne sera pas, à mon avis, ça ne sera pas compensé par l'immigration, parce que l'immigration arrive avec un pouvoir d'achat inférieur. Un petit peu comme, je sais pas moi, un bagholder d'Ethereum qui s'attend à ce qu'on rachète son bag au prix qui est indiqué sur CoinMarketCap. Ça sera peut-être pas... Faire attention. Ouais. Et nous, c'est marrant, on a fait aussi un indicateur là sur notre site, sur howtobitcoin.fr et justement sur l'inflation. Et en fait, on a mis à la fois les données officielles de l'ICP en français, l'indice des prix à la consommation, et on a pris les données en plus européennes, et en même temps, on a comparé aussi avec la masse monétaire. Si vraiment tu divises... Tu divises l'un par l'autre et t'obtiens un truc intéressant. Ouais. Et c'est vraiment sympa, on va te faire l'expérience. Et... J'adore ça. Et ça fait très mal. Je trouve que visuellement, en fait, tu te rends très vite compte de ce que tu te prends dans la tête. On record en même temps l'écran. Et là, par exemple, on partait sur une base de 50 000. C'est ton épargne actuelle. Okay. Et là, en fait, tu regardes depuis combien de temps tu as cette épargne sur ton compte.
Et ensuite, tu peux choisir, en fait, soit si tu prends les données officielles, donc comment ils ont mesuré l'inflation, ou sinon, genre juste tu pars sur le fait que voilà, la masse monétaire a augmenté, comment tu t'es fait plumer. Et là, rien que, par exemple, là, on part sur une base, on va prendre un chiffre rond, on prend 100 000. Ouais, même 100, une base 100, j'aime bien faire les bases 100. Bon, Ouais, on peut se faire l'expérience. Ouais. Par Base contre, voilà. 100, c'est bien, ça en comprend bien. Un petit 15 ans, là. 15 ans, je trouve qu'on arrive à se représenter 15 ans. 20 ans, c'est long à se représenter. Ouais, du coup, là, sur 15 ans, tu vois, tu t'es déjà pris moins 47%. Il te reste 53 € de pouvoir d'achat. Ouais, 53% ou 53 €, ouais. Et ensuite, ouais, sur le futur, tu peux voir un peu comment comment ça va faire mal. Non, Et là, on part sur objectif de la Banque centrale de garder sur du 2%. Mais on peut aussi, là, j'ai mis les chiffres, la moyenne de l'IPC et du M2, et on est sur du 8,2% en moyenne. Donc, ça fait très, très mal. Sur leur chiffre trafiqué, là, on a perdu que 30%. Que 30%. Bon, ça va. Même dans le meilleur des cas. Mais c'est pas du tout vrai parce que rien que le dollar par rapport à l'euro a déjà perdu 30%. Donc ils veulent nous faire croire qu'on a simplement perdu le taux de change. C'est ça. C'est une blague. C'est vraiment, tu vois, c'est comme avec la Chine. Les chiffres sont tellement incohérents que c'est une blague, quoi. Ouais. On a perdu seulement le taux de change. Non, mais vraiment. Ah, c'est vrai que ça, les gens s'en rendent pas compte, c'est qu'en plus, on embarque aussi l'inflation des monnaies qu'on a, nous, en réserve, qui sont du dollar. Le dollar est monté à 1,6. Hein. Aujourd'hui, il est à 1,07, quelque chose comme ça. Tu t'imagines la claque? Ouais. En plus, nous, on le ressent particulièrement en plus en travaillant en Suisse, donc on vit en franc suisse, qui est quand même une monnaie un peu moins merdique que l'euro. Et en fait, juste sur 2 ans de travail, on se rendait compte qu'on est on est à peu près augmenté de 5% par an à vivre en euros en étant payé en francs suisses, juste grâce au taux de change. Parce que le franc suisse se dévalue un petit peu moins. En fait, tous les ans, on a plus 5% de salaire, déjà, tranquille, à ne rien faire. Et c'est complètement abusé. Du coup, il faut imaginer les Français ou les Européens qui arrivent en Suisse chaque année. En fait, la vie est 5% plus dure. C'est que s'ils veulent s'acheter un steak, aller au restaurant, en fait, bientôt la Suisse, ça sera inaccessible en fait pour un Européen. Tout serait inaccessible pour les Européens, hein, de toute façon. Hein, là, on est sur. De toute façon, si tu réfléchis en euros, déjà, c'est incroyable. Pourquoi il faut réfléchir en dollars américains? C'est sûr, quoi. Tous les prix sont en dollars. L'énergie, rien que l'énergie, de toute façon. L'énergie en dollars. Donc déjà, pourquoi tu vas parler dans une autre devise? Il y a des gens qui regardent la courbe du Bitcoin en euros. C'est fascinant. On ne sait pas pourquoi ils font ça, quoi. Pourquoi pas en grain de sable? Non, mais même en grain de sable, ça aurait du sens. Ouais, après, je pense que c'est par rapport à ce qu'ils sont payés. Ils se disent, tiens, en fait, combien mon salaire va pouvoir me permettre d'acheter? Et ils veulent pas se faire la conversion euro-dollar, j'en sais rien. Leur pouvoir d'achat est en réalité en dollars. C'est juste leur salaire baisse sans qu'ils s'en aperçoivent. C'est le scam fiat, on est tous les trois au courant. Mais il faut faire cet effort intellectuel, quoi. Tiens, on en a fait un autre aussi qui est marrant, qui va avec l'histoire des réserves l'histoire des réserves stratégiques. Ouais. C'est le stock to FOMO. Est-ce que tu en as déjà entendu parler de ce modèle? Je connais pas. En gros, tu suis une courbe hyperbolique qui c'est un peu la courbe en S d'une adoption sur une technologie. Et là, en fait, on l'applique en même temps à Bitcoin. Et donc, en fait, là, en haut, tu peux choisir l'année de mort que tu as décidé pour les fiat. Donc, un moment, en fait, où personne ne voudra échanger du Bitcoin contre des fiat. Et je trouve que c'est important, moi, ce genre de modèle, parce qu'en fait, on a tendance, au fur et à mesure, à avoir toujours des modèles qui sont surentraînés, où, en fait, tu traces une courbe, et à la fin, tu as presque l'impression qu'en fait, le prix s'arrêtera de bouger. Alors que même si Bitcoin était peu adopté ou j'en sais rien, n'importe quel actif qui est rare, de toute façon, il suit l'inflation. Et l'inflation, on l'a vu, n'importe quel bilan comptable de banque centrale, ce genre de choses, lui, il est exponentiel. Donc, moi, je suis pas de celle. J'en sais rien. Dans ce cas-là, si jamais ce que tu disais t'es frais, n'importe quel shitcoin qui a un truc fixe fonctionnerait. C'est pas le cas.
Mais je parle sur un bien qui est généralement accepté, comme on prendrait de l'immobilier, on l'a vu l'immobilier depuis les 100 ans, si on met en fonction du dollar, avant t'achetais une maison pour 1500, 2000 dollars, aujourd'hui t'as rien en dessous de 800 000 aux États-Unis ou j'en sais rien combien. Non, mais c'est intéressant d'ailleurs. Moi j'ai vu un super article que je vous conseillerais, que je vous enverrai si vous voulez, qui explique la raison pour laquelle les shitcoins vont surperformer dans ce cycle, les mêmes coins dans la catégorie shitcoin vont surperformer le reste. Et c'est du fait, justement, c'est la théorie du nihilisme financier, c'est de se dire que de toute façon, le pouvoir d'achat par rapport au prix des actifs des gens s'est effondré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de salaires qu'il faut pour pouvoir acheter une maison ou même l'équivalent dans le SP500, ne serait-ce que dans le SP500, le pouvoir d'achat de nous par rapport à quelqu'un des années 80 est 7 fois inférieur. C'est-à-dire que notre salaire vaut 7 fois moins en SP500. Je connais plus exactement les ratios, mais ils sont de cet ordre. Ils sont complètement fous. Oui. Et juste pour que les gens comprennent bien pourquoi on vit pas dans la rue, c'est qu'il y a le progrès technologique qui compense, et la hausse du niveau de vie qui compense le fait, parce que les gens vont se dire oui, on a 7 fois moins de pouvoir d'achat, mais on a infiniment plus. Par rapport au prix des actifs. Oui. C'est pas c'est pas par rapport au prix des tomates. Oui, voilà. La tomate, c'est pas un actif. Une sûr. maison, c'est un actif. Une voiture, c'est pas un actif. Et ça me fait penser, on en parle avec Abel Rabérin, qui a aussi une chaîne YouTube, et il nous rappelle souvent ça, et c'est la théorie de Jeff Booth. C'est que, en fait, tu pourrais changer la méthode de calcul de l'inflation et de la rendre plus subjective, en fait. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas la même inflation. En fonction de toi, c'est quoi tes objectifs et ce que tu veux obtenir. Si ton objectif dans ta vie, c'est avoir un appartement, ton inflation n'est pas du tout la même que quelqu'un qui veut juste, il veut pas mettre de côté et il consomme au jour le jour des produits du quotidien. Lui, il voit, comme tu l'as dit, son appartement exploser et son inflation, elle est peut-être de 15% par an. C'est tout le principe du PIB en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que dans le panier de l'américain moyen et dans le panier du chinois moyen, il n'y a pas la même chose, simplement parce qu'ils consomment pas les mêmes choses. Donc du coup, on va essayer de mettre des trucs équivalents en termes de consommation, mais c'est sûr que ou du japonais, quoi. Je veux dire, va pas y avoir le même. Donc ouais, c'est le principe, mais ça, franchement, c'est très 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 dur à faire. La parité de pouvoir d'achat, c'est une bonne tentative, mais c'est difficile, quoi. Ouais, et puis surtout, on prend même pas encore en compte le fait que le panier bouge. Parce que le panier change tout. Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens se disent, c'est ça les chiffres de l'inflation, mais c'est que le panier bouge quasiment tous les ans, en fait. Oui, mais ça fait partie du scam. C'est pour ça que je suis complètement d'accord. C'est comme ça qu'ils arrivent à manipuler les prix de l'inflation. C'est en disant, le panier a bougé, on va retirer ceci, on va mettre cela. Bien sûr, le choix n'est pas... Tu vas plus au cinéma parce que t'as Netflix, donc en fait le cinéma a explosé, mais on le sort du panier, on le remplace par un abonnement Netflix, puis je sais pas ce que ce sera la prochaine étape. Avant tu mangeais de la viande, maintenant on a décidé qu'il fallait manger des graines, donc on sort la viande, on met des graines, et puis à la fin il restera de l'eau. Et pire que ça en plus, parce que en fait ils enlèvent la décision de l'individu. C'est que en fait, si au fur et à mesure les prix augmentent et que lui il corrige sa façon de consommer et du coup il s'adapte en fait au fait qu'il peut plus rien consommer, il dit voilà, en fait il a juste changé ses habitudes, mais en fait il a changé sa vie parce que les prix ont augmenté. C'est comme l'entraînement, c'est comme ils ont le même problème en fait que l'entraînement pour les modèles d'intelligence artificielle, si tu veux. On ne sait pas si c'est le modèle qui feed ou si c'est le, tu vois. Donc, honnêtement, moi, j'aimerais pas faire ce panier, j'aimerais pas être c'est difficile à faire, en fait, de mesurer une inflation. C'est pour ça que nous, on aime bien prendre la masse monétaire M2. C'est très bien. C'est une bonne variable qui, pour le coup, la donnée est encore publique parce que M3 et compagnie n'est plus dispo aux États-Unis. En Europe, je sais pas si en Europe tu l'as. Parce que même M2, le problème, c'est que M2, c'est la base monétaire. C'est que derrière, tu peux quand même faire beaucoup avec très peu. C'est qu'il y a un coefficient multiplicateur qui peut aller vers l'infini pour certaines banques. C'est que voilà, M2, c'est une base. Et rien que, moi chaque fois je le répète, prenez le S&P 500,
divisez-le par M2, déjà, ça fait... On n'a pas bougé depuis 50 ans, c'est quasiment plat. Mais imaginez avec si juste on part du principe qu'il y a un coefficient derrière, En termes d'actifs, de toute façon, si tu fais moins bien que le SP500, tu t'appauvris. c'est chaud. Et il fait très très bien, le SP500, donc C'est ça. faites gaffe. C'est qu'il fait très bien. C'est pour ça que l'immobilier, bon, faites ce que vous voulez. À mon avis, vaut mieux le vendre pour acheter du Bitcoin. Mais bon, moi, je dis ça. Bah, le seul avantage de l'immobilier, c'est l'effet de levier via la dette. C'est que c'est ça, en fait, c'est pour ça que moi, c'est le dernier truc du monde fiat que j'ai envie d'acheter, enfin le dernier, plutôt le premier que j'ai envie d'acheter, c'est que je me dis, enfin de toute façon, il faut qu'on oublie de pouvoir acheter l'immobilier, on va être entrepreneur, donc c'est fini. Mais c'est quelque chose que j'aurais bien aimé acheter, c'est qu'au moins, tu peux emprunter dans une monnaie de singe que tu rembourseras sur 20 ou 25 ans, et là, dans ce cas-là, c'est peut-être pas l'actif le plus con. Par contre, le problème, c'est que tu es dépendant de là où tu achètes, et on peut se retrouver dans ta situation. Mais au final, en termes de vraiment d'un point de vue financier, c'est peut-être le moins pur au final. Après Bitcoin, je parle. Si tu l'achètes avec du levier, ouais. Moi, je les avais achetés cash. Donc, ah oui, voilà. Ouais, acheter cash de l'immobilier, ça faut pas faire. J'y connaissais rien. C'est ça. Mais si tu le fais avec un gros levier où tu fais même passer dedans les frais de notaire, les travaux et compagnie, c'est un investissement qui est quand même loin d'être con. Après, c'est peut-être pas le meilleur. Tu rentres aussi, tu passes un pacte avec l'État quand même. Oui, je suis d'accord. Il faut bien choisir dans quel état tu vas passer un pacte. Et généralement, malheureusement, tu peux acheter de l'immobilier que là où tu vis. Enfin, c'est compliqué, hein, tout ça. Faut pas... Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour ce moment. Bah, merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un like, de vous abonner, d'aller suivre Laurent, qu'on mettra son compte X dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir nos dernières vidéos. On a notamment fait une vidéo avec Charles Gave, qui reprend pas mal de thèmes qu'on a abordés. Donc je vous invite à aller la voir. Normalement, elle va apparaître en cliquable à l'écran. À bientôt. Ciao.